C'est la vie qui chante. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition des 10 commandements du potager permanent qui s'intitule aujourd'hui L'eau de vie tu préserveras. Alors, je suis venu dans un cadre assez sympathique, vous voyez, pour vous parler de quand même cette ressource essentielle, vitale à l'humanité et puis à la vie tout entière, quoi. Je veux dire, on est de la matière. Si la matière c'est de l'eau, nous sommes de l'eau. Donc, il faut vraiment chérir cette eau de vie qui nous coûte déjà très cher dans les tuyaux et qui nous coûte aussi quand même assez cher moralement, éthiquement, hein. On est bien d'accord que beaucoup de gens meurent de soif par manque d'accès à l'eau potable, pendant que nous, désolé de le dire, mais on chie dedans, quoi. Donc c'est quand même la ressource la plus précieuse qui soit, qui est maintenant cotée en bourse, quoi. Donc voilà, et bien on va aborder le sujet de l'eau, de l'irrigation et de ce que ça implique au potager permanent. Allez, c'est parti. Donc je pense que on a tout intérêt à récupérer l'eau de pluie de toutes les manières possibles. Ça, derrière moi, c'est un magnifique exemple. Et puis déjà pour plusieurs raisons, c'est pour la simple et bonne raison, c'est qu'au jardin déjà, au niveau de l'arrosage, l'eau de pluie et l'eau du robinet, ça se vaut pas du tout, quoi. Certainement à cause des traitements de l'eau potable, quoi. Et donc peut-être qu'il faudrait les faire décanter pendant 2-3 jours. Voilà, ce serait une solution. Puis il y a une histoire évidente aussi de température. Les plantes n'aiment pas trop les chocs thermiques. Et souvent, surtout en été, l'eau du robinet est très froide, quoi. Et donc, tout simplement, on constate que les semis naissent beaucoup moins vite avec l'eau du robinet qu'avec l'eau de pluie. Voilà. Bon, allez. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet très important qui est la topographie de votre terrain, hein. C'est déjà une base. Parce que tu vois, selon si ton terrain est plat, en pente, dans une cuvette, ça va pas avoir les mêmes implications sur la circulation de l'eau, hein, tu comprends bien. Euh, voilà, là on est en bas dans une cuvette. Bon, et puis il y fait froid. Après, je vous ai déjà dit que quand même la pente est intéressante, parce que l'eau pour les légumes c'est bien, mais c'est comme tout, point trop n'en faut. Et donc une légère pente c'est bien pour éviter d'avoir trop d'eau qui stagne. On dit jusqu'à 3% de pente. Au-delà, il va falloir penser à faire des terrasses ou autre chose, quoi. Et alors la première règle, c'est que quand on arrive sur un terrain en pente, on ne travaille jamais dans le sens de la pente. Vous voyez, parce que sinon vous allez créer des micro-fissures dans votre sol qui vont rester toute la saison. Et l'eau, quand il va pleuvoir, elle va tomber dans ces fissures et elle va descendre tout en bas, directement, sans s'imprégner, sans aller s'imprégner en profondeur dans le sol. Ce qui est le but recherché, parce que les plantes savent très bien le faire, aller chercher l'eau dans le fond du sol, hein. Elles savent très bien le faire elles-mêmes. Et après, inversement, par exemple, si on cultive des oignons ou de l'ail ou des échalotes qui, eux, pour le coup, n'aiment pas le trop plein d'eau, détestent le trop plein d'eau en fin de saison quand ils sont presque mûrs à récolter. Ils risquent vraiment le pourrissement à la moindre averse. Donc là, ça peut être intéressant, par contre, justement, de le cultiver dans le sens de la pente pour éviter que ça s'engorge d'eau en été et que ça draine bien, que l'eau circule et que les bulbes d'oignons ou d'ail ne trempent pas dans l'eau, quoi.
C'est d'ailleurs des cultures qu'on peut faire sur des petites buttes pour être sûr qu'elle n'ait jamais les pieds dans l'eau, comme on dit. Hein. C'est une des techniques, des micro-buttes. Je vous montrerai ça au jardin. Vous verrez tout ça. Alors un autre principe de base, c'est que la meilleure économie, c'est celle qu'on ne dépense pas. D'où l'importance et la nécessité du paillage permanent, d'avoir un sol toujours couvert, toujours ombragé. S'il faut, on peut même y planter des arbres pour faire de l'ombre, ça n'est pas gênant du tout. Les plantes vivent bien entre elles. Donc voilà, limiter l'évaporation déjà, c'est une chose très importante. Comme je vous disais, il y a les paillages, mais il y a aussi la densification des cultures qui permet au feuillage des plantes de faire une canopée qui empêche l'évaporation, ou du moins qui la limite, l'évaporation de l'eau pendant la journée. Parce que tu vois, selon si ton terrain est plat, en pente, dans une cuvette, ben ça ne va pas avoir les mêmes implications sur la circulation de l'eau, hein, tu comprends bien. Voilà, là on est en bas dans une cuvette. Bon. Et puis il y fait froid. Après, je vous ai déjà dit que quand même la pente est intéressante, parce que l'eau pour les légumes c'est bien, mais c'est comme tout, point trop n'en faut. Et donc une légère pente c'est bien pour éviter d'avoir trop d'eau qui stagne. On dit jusqu'à 3% de pente. Au-delà, il va falloir penser à faire des terrasses ou autre chose, quoi. Et alors la première règle, c'est que quand on arrive sur un terrain en pente, on ne travaille jamais dans le sens de la pente. Vous voyez, parce que sinon vous allez créer des micro-fissures dans votre sol qui vont rester toute la saison. Et l'eau, quand il va pleuvoir, elle va tomber dans ces fissures et elle va descendre tout en bas, directement, sans aller s'imprégner en profondeur dans le sol. Ce qui est le but recherché, parce que les plantes savent très bien le faire, aller chercher l'eau dans le fond du sol. Hein. Elles savent très bien le faire elles-mêmes. Prenez l'exemple des cactus. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu piquant à manger, mais enfin bon, comprenez le principe, quoi. À propos d'évaporation de l'eau, faites attention aussi. Bon, ici ça va, il y a beaucoup de réserves, mais l'évaporation des bassins, des mares, des récupérateurs d'eau, pensez à les ombrager parce que vous allez être surpris. L'été, en général, on n'en consomme que les 2 tiers, quoi. Le reste s'évapore. Alors voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Pensez à mettre vos réserves à l'ombre, couvrir les récupérateurs d'eau, ça évitera les moustiques aussi au passage. Puis la mare attirera les moustiques et les œufs seront mangés par les poissons et les grenouilles que vous aurez mis. Et puis bien sûr, l'autre gros avantage du paillage permanent, hein, c'est comme on a dit, comme en forêt, eh bien, ça protège le sol de la pluie et du lessivage des sols qu'elle provoque, quoi. C'est-à-dire que la pluie, rien que par percussion, fait descendre les nutriments dans le fond du sol. Et donc voilà, si on laisse, c'est aussi pour ça qu'on couvre les sols, pour éviter trop de lessivage des sols, comme on dit. Éviter qu'ils soient rincés, épuisés et fatigués trop vite. Une autre chose importante à laquelle il va falloir que tu prêtes attention, eh bien, c'est ton type de sol. Finalement, ça c'est les capacités de rétention d'eau en fait des sols, qui vont aussi d'ailleurs avec les capacités de rétention des nutriments, quoi, et de la matière organique. Voilà, parce que c'est quand même la matière organique qui retient beaucoup d'humidité dans l'humus, l'humidité. Voilà, on en revient toujours un peu à ça au final. Hein. Alors pour schématiser, moi je vais distinguer quand même 3 types de sols. On va avoir les sols dits sablonneux, qui ont, eux, en général, sont faciles à cultiver. La terre est souple. Par contre, c'est des sols qui vont pas retenir l'eau et pas retenir les nutriments. Donc ça, il va falloir apporter beaucoup de compost, hein, sachant que le compost est capable de retenir 10 fois son poids en eau. C'est quand même assez conséquent, hein, c'est comme ça qu'on arrive à faire pousser
des légumes dans les milieux les plus arides. Ensuite, on va avoir les sols argileux. Et alors là, bon, tout dépend du taux d'argile, hein, parce que pour le coup, ça peut être des terres qui sont lourdes et dures à travailler parce qu'elles retiennent beaucoup, l'argile retient beaucoup l'eau. Et donc après, ça peut avoir des inconvénients sur le travail du sol, hein. L'argile, quand elle sèche l'été, elle devient quasiment dure comme de la pierre, voire impossible à travailler. D'où encore une fois l'importance du paillage permanent, qui quand même limite grandement ces soucis. Et puis après, on a les types de sols comme on va avoir dans le fond des cuvettes et des vallons, qui souvent sont ce qu'on appelle hydromorphes, c'est-à-dire qu'ils sont saturés d'eau et donc d'oxygène. Et alors encore une fois, toujours pas de mauvais sol, hein, mais tout ça implique beaucoup du travail. Là, il va falloir cultiver beaucoup sur but pour éviter que l'eau inonde les racines de nos légumes et les conduise au pourrissement les 3/4 du temps. Un autre détail intéressant à observer, c'est est-ce que tu as des pierres dans ton terrain? Est-ce que dans ton sol, il y a des pierres? Parce que alors ça facilite pas spécialement le travail du jardinier. Par contre, ça a un gros avantage, même deux. Le premier, déjà par rapport à l'eau, c'est que ça draine. C'est des sols qui saturent beaucoup moins en eau. Donc si vous êtes dans un sol argileux avec de la pierre, c'est pas forcément mauvais signe. Et puis, souvent dans l'argile, la pierre est calcaire. Et ça, c'est plutôt bon. C'est plutôt un bon signe pour le pH de sol. Bon, ça, on en parlera dans la prochaine vidéo sur la fertilisation. Le deuxième avantage, c'est en plus que les pierres réchauffent le sol. Vous comprenez, elles emmagasinent la chaleur la journée et la rediffusent le soir dans le sol. Ce qui permet du coup aux plantes et surtout aux graines de germer parfois plus correctement. Voilà, un petit détail important sur les pierres qui ne sont pas toujours notre ennemi. Faudrait pas croire ça. Après, tout bêtement, tout bonnement, les besoins des plantes en fait à prendre en compte, hein, en agriculture, comme je vous disais, l'ail, l'oignon, qui vont pas nécessiter beaucoup d'eau. On en a qui vont en nécessiter beaucoup plus, par exemple les courgettes ou les concombres. Ceci dit, il faut faire attention parce que si on apporte trop d'eau artificiellement aux plantes, et bien finalement on va les ramollir, vous voyez. Parce que dans la nature, encore une fois, les plantes sont tout à fait capables de se débrouiller pour aller chercher l'eau. Comment elles font? Elles y vont avec leurs racines. Et donc en fait, si on arrose trop au pied de la plante, elle ne va pas développer son système racinaire. Elle va être feignante, elle est un peu comme nous, vous comprenez, si on a tout à disposition. Hein, on ne va pas aller chercher plus loin. C'est souvent bien plus inconfortable. Et du coup, ça va donner plus de saveur aux légumes. Hein, vous comprenez, nous, c'est un peu comme le jeûne aussi. Hein, quand on fait des pauses, quand on se stresse un petit peu, volontairement, bien quelque part, on s'améliore. Et bien pour les plantes, c'est pareil avec l'eau. Vous voyez, par exemple, prenons l'exemple d'une pelouse. Si vous semez une pelouse à l'automne, pendant qu'il fait encore beau, là, avant les grosses pluies de l'automne, vous préparez votre sol, vous semez votre pelouse, et vous n'aurez pas à l'arroser pour qu'elle germe, puisqu'il va pleuvoir derrière. Hein, alors elle va germer, elle va faire un début de système racinaire, elle va stagner pendant l'hiver, et au printemps, son système racinaire sera déjà prêt à aller chercher l'eau, et surtout en été. Par contre, si vous semez votre pelouse au printemps, et bien là, vous risquez d'être obligé de l'arroser pour qu'elle naisse, et là, vous allez la rendre dépendante à l'eau. Vous serez obligé d'arroser en permanence tout l'été, tous les ans. Et c'est comme ces pelouses qui ont été faites au printemps, quand on est habitué, on les repère. Hein. En général, c'est celles qui sont brûlées toutes jaunes l'été, où il n'y a plus de vie, parce que bien sûr, on ne peut pas dépenser l'eau à arroser la pelouse tout le temps. Donc voilà, vaut mieux faire autrement.
À savoir que dans la nature, la seule période en fait où il y a suffisamment d'eau disponible pour à la fois dans le sol et de pluie qui tombe du ciel, suffisamment d'eau disponible pour renouveler les stocks, c'est en automne. Vous comprenez? Parce qu'après en hiver, une fois que les sols sont saturés d'eau, l'eau ruisselle directement et va soit dans l'étang, soit à l'océan. De toute façon, ira à l'océan. Après, au printemps, ce qui tombe, en général, la pluie qui reste, eh ben, elle est prise à 90% par la végétation. On en a beaucoup moins de disponible pour nous. Et l'été, ben, vous savez ce que c'est, hein, c'est la sécheresse. Hein. Donc, ben voilà, ça c'est à prendre en compte pour le stockage et les réserves d'eau. Et aussi ben, pour les périodes d'arrosage, quoi. Hein, bien sûr, c'est l'été qu'on arrose le plus. Alors, puisque j'en suis à parler d'arrosage, ben, déjà, je vais distinguer trois manières d'arroser. Alors, avant d'attaquer là-dessus, il y a des périodes d'arrosage. Il faut savoir qu'elles ont des avantages et des inconvénients. Dans la journée, hein, j'entends. Attendez, je cherche la lumière. Voilà. Oui, je vous disais, on a des arrosages du matin, des arrosages de nuit. Les arrosages de nuit permettent d'arroser en profondeur. Et les arrosages de jour permettent de compléter. Et c'est pour ça qu'on a du coup deux types d'arrosage. On a l'arrosage dit par aspersion. Donc là, ça va être l'arrosoir, ça va être l'arrosoir que je recommande, hein, qui est quand même le moyen vraiment le plus économique, le meilleur moyen pour économiser l'eau, hein, parce que les arrosoirs de 10 kg, eh ben, on évite d'en porter trop. Quoi. Voilà, on économise bien, c'est bien pratique. Donc c'est l'arrosage par aspersion qu'on va utiliser essentiellement le matin. Par exemple, sur les salades, ça va être très bien pour les rafraîchir, pour faire lever les semis aussi, pour faire naître les graines. Et bien, là, le goutte à goutte, pour le coup, ne va pas suffire. Le goutte à goutte est très bien à utiliser en arrosage de nuit, pour arroser en profondeur. Et là, en plus, on maîtrise vraiment la consommation. C'est pour moi le moyen le plus efficace quoi, quand il faut arroser. Euh, le goutte à goutte est le plus économique. Après, on a un inconvénient avec le goutte à goutte, c'est qu'il arrose toujours au même endroit, la même goutte au même endroit. Et ça, on en revient à ce que je vous disais sur l'arrosage et le système racinaire. Le problème du goutte à goutte, c'est qu'il va nous falloir le déplacer en fait. Sinon, la plante va faire des racines que là où la goutte tombe. Et on le constate des fois hein, sur des betteraves qui sont toutes tordues parce qu'elles ont été attirées par la goutte. Alors de temps en temps, il faut déplacer le goutte à goutte. Après, l'aspersion, on n'en s'en sert pas, quasiment pas le soir ou la nuit, parce que ça a un problème, c'est que ça mouille le feuillage, et humidité plus chaleur égale champignons et maladies. Donc vraiment, les arrosages par aspersion, c'est le plus tôt possible le matin, pour que ça ait le temps de sécher rapidement avant que la chaleur monte. Et puis, bien évidemment, en été, passé 10-11 heures, plus d'arrosage parce que là, c'est clairement et simplement du gaspillage. Quoi. C'est envoyer de l'eau dans le ciel. Alors, bon, c'est pas trop l'utilité, c'est pas le but recherché, comme on dit. Et puis, on a un autre point quand même très important, c'est comment tu achemines l'eau jusqu'à ton jardin. Parce que c'est quand même bien le seul avantage de l'eau du robinet, c'est qu'il nous envoie l'eau au jardin. Alors vous voyez là dans la situation où on est ici, l'eau arrive d'en haut, elle se stocke en bas et elle redescend. Alors j'ai plusieurs solutions, soit je vais faire mon potager en bas, et dans ce cas-là je pourrais arroser par gravité tout simplement, rien qu'en mettant un gros tuyau dans l'étang, ou une réserve d'eau. Hein. On peut aussi monter une citerne sur des parpaings ou sur des palettes, la mettre en hauteur, vous connaissez, hein, c'est le principe du château d'eau tout simplement. Et ça fonctionne très bien avec certains types de gouttes à gouttes dits à basse pression. Voilà, qui sont pas de très bonne qualité, qui consomment pas mal de plastique, mais du coup, si on en prend soin au potager, ça peut durer longtemps et du coup, l'économie est quand même le bénéfice-risque, comme on dit,
est quand même plutôt avantageux par rapport à l'économie de l'eau, quoi. Et donc, si ton jardin il se trouve en haut, là, il va falloir penser à une pompe, quoi. Une précision, c'est que c'est sur la consommation d'eau au potager. Alors, en maraîchage, hein, moi je pars toujours, étant ancien maraîcher, je pars toujours de ces chiffres-là. On dit que la consommation annuelle par hectare est de 2 à 3 000 mètres cubes par an. Hein, je répète, 2 à 3 000 mètres cubes par an et par hectare. Alors, là-dedans, ça implique quand même une grande partie de surface couverte, hein, parce que les maraîchers travaillent beaucoup sous serre, ils sont un peu obligés. Et les serres consomment beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'eau toute l'année. C'est un endroit où il ne pleut jamais. C'est bien l'inconvénient de la serre. Donc, eh bien, on fait le ratio, hein, c'est un rapport de 100. Donc, pour passer de l'hectare à l'art. Donc, moi, je vous dirais que si vous avez 20 mètres cubes d'eau, 20 mètres cubes d'eau, ça fait donc 20 000 litres d'eau de réserve. Vous devriez passer l'année sans souci, hein. Je pense même qu'avec avec 10 mètres cubes, ça devrait pouvoir suffire. Sachant qu'il n'y a pas besoin non plus, si vous avez 10 cuves et que vous récupérez l'eau de pluie, vous avez 10 cuves de pleine, une fois que vous en avez vidé une, il y en aura bien une averse pour la remplir, hein. Donc c'est pas la peine non plus de partir dans des délires de cuves de 2 ou 3 000 litres qui coûtent quand même très cher. Donc voilà, après, pour les cuves, évitez quand même les vieux bidons de pétrole, hein, c'est pas très jojo d'envoyer de la rouille dans le sol. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je crois que cette fois c'est bon. Bon, j'en ai certainement oublié, hein, comme à chaque fois, mais bon, je pense que vous comprenez à voir le truc. Chaque vidéo se complète, hein, quand même, parce que de toute façon tout est lié. Alors voilà, j'espère que ça aura été clair, que ça vous aura apporté un éclairage suffisant sur ce qu'il y a à en prendre en compte à propos de l'arrosage et de l'irrigation et du soin de l'eau, de la protection du sol sur voilà, au sujet de l'eau. Et bon alors voilà, je repars en balade et puis je vais vous faire donc la prochaine vidéo qui s'intitulera En conséquence, tu nourriras, où on va parler de fertilisation, d'amendement, voilà. Eh bien, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas d'écouter, hein. C'est la vie qui chante. Bye.